Dans les jungles denses du Vietnam, tout au long des années 60 et du début des années 70, un ennemi caché et insidieux guettait, prêt à faucher la vie de soldats insouciants. Au milieu de la brutalité et du chaos de la guerre du Vietnam, le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne ont utilisé un terrifiant éventail de pièges, conçus pour démoraliser, mutiler et tuer ceux qui osaient s'aventurer sur leur territoire. Mais quels étaient ces dispositifs mortels et comment en sont-ils venus à définir le conflit qui hante encore la mémoire de tant de personnes? Du tristement célèbre Puisapik Ponji à la mortelle fronde en bambou, ces pièges, d'une cruauté ingénieuse, ont fait des milliers de victimes et laissé d'innombrables autres physiquement et émotionnellement marqués. Comme l'écrivait le stratège militaire Sun Tzu, l'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Les pièges de la guerre du Vietnam illustraient cette philosophie, semant la peur et l'incertitude parmi les troupes et les forçant à affronter un ennemi aussi invisible que mortel. Joignez-vous à nous alors que nous nous aventurons dans les champs de bataille périlleux de la guerre du Vietnam, explorant le monde sinistre des pièges qui inspiraient la terreur dans le cœur des soldats. Embuscade ingénieuse, une plongée dans les tactiques de guérilla du Viet Cong. Durant la guerre du Vietnam, le Viet Cong, un groupe de guérillas communistes luttant contre les forces américaines et sud-vietnamiennes, s'est fait connaître pour ses tactiques astucieuses et efficaces. En conséquence, le terme tactique de guérilla du Viet Cong est souvent utilisé pour décrire les méthodes innovantes qu'ils employaient pour déjouer leurs ennemis dans les jungles denses et les rizières du Vietnam. À la fin des années 50 et tout au long des années 60, le Viet Cong a développé une stratégie complexe et très efficace pour contrer la supériorité de la puissance de feu et des ressources des forces américaines et sud-vietnamiennes. Leur succès reposait sur leur capacité à se fondre dans la population locale et à utiliser le terrain naturel à leur avantage. Ils comprenaient aussi que leur plus grande arme était l'élément de surprise, et ils s'appuyaient beaucoup dessus dans leur stratégie de bataille. L'un des éléments clés des tactiques du Viet Cong était l'établissement d'un vaste réseau de tunnels souterrains, comme les tunnels de Cu Chi près de la ville de Ho Chi Minh. Ces tunnels, souvent construits sous les villages, permettaient aux Viet Cong de se déplacer sans être détectés et d'éviter les forces ennemies. Ils servaient aussi de logement, d'espaces de stockage et même d'hôpitaux pour les guérilleros. Les tunnels de Cu Chi sont maintenant une destination touristique populaire, mettant en valeur l'ingéniosité et la ténacité des combattants du Viet Cong. La tactique la plus emblématique du Viet Cong, cependant, était leur utilisation de pièges. Ce dispositif ingénieux était conçu pour mutiler, tuer ou démoraliser les troupes ennemies, souvent en utilisant les matériaux les plus simples. Les pieux punji, par exemple, étaient des piquets de bambou affûtés cachés dans le sol et recouverts de substances nocives pour augmenter le risque d'infection. Ces pièges diaboliques semaient la peur dans le cœur des soldats ennemis et étaient remarquablement efficaces, causant d'innombrables blessures et entravant la progression des troupes. Un personnage historique bien connu associé aux tactiques de guérilla du Viet Cong est le général Vo Nguyen Giap, l'architecte de nombreuses campagnes réussies. Sa célèbre citation « Nous combattrons l'ennemi avec notre ruse et le ferons mourir de colère » résume la détermination du Viet Cong à utiliser leur ingéniosité pour surmonter les obstacles. En plus des pièges mentionnés ci-dessus, le Viet Cong employait une variété d'autres méthodes inventives pour infliger des dommages à leurs adversaires. Des pièges, comme les mines infâmes, Bouncing Betty et les grenades à main modifiées, étaient utilisés pour surprendre les soldats et causer des blessures dévastatrices. Pendant ce temps, des pièges à filets et des pièges tombants enserrèrent les troupes ennemies, les laissant vulnérables et exposés à d'autres attaques. L'aspect psychologique des tactiques du Viet Cong ne peut être sous-estimé. Ils cherchaient à instiller la peur chez leurs ennemis en utilisant des animaux venimeux comme les serpents et les scorpions dans leurs pièges et en altérant même les provisions d'eau et de nourriture. Le but était de faire constamment douter les soldats ennemis de leur sécurité et de saper leur morale pour finalement briser leur volonté de combattre. Forteresse souterraine, démêler les secrets des tunnels de Cu Chi. Les tunnels de Cu Chi, un vaste réseau de passages souterrains couvrant plus de 250 km, ont joué un rôle crucial dans la guérilla du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam.
Construits entre la fin des années 40 et les années 60, ces tunnels s'étendaient de la périphérie de Saigon à la frontière cambodgienne, offrant une base cachée aux Viet Cong pour lancer des attaques surprises, déplacer des fournitures et échapper à la capture. La vie dans les tunnels de Cu Chi était loin d'être facile, car le Viet Cong devait faire face à un espace limité, à une mauvaise ventilation et à la menace constante de découverte. Malgré ces défis, les tunnels étaient équipés de diverses installations qui permettaient aux guérilleros de vivre et de travailler sous terre pendant de longues périodes. Ces espaces souterrains comprenaient des quartiers de couchage, des salles de réunion, des cuisines et même des hôpitaux de fortune où les blessés pouvaient être soignés. Les tunnels étaient ingénieusement conçus avec plusieurs niveaux, des entrées secrètes et des sorties cachées pour dérouter et dissuader les forces ennemies. Certaines entrées étaient dissimulées sous le sol des maisons ou déguisées en termitières, tandis que d'autres étaient submergées sous la surface des rivières ou des rizières. Les tunnels étaient également équipés de pièges tels que des fosses à pieux punji et des fils déclencheurs reliés à des explosifs pour se protéger contre les intrus. Les tunnels de Cu Chi n'ont été découverts par les forces américaines et sud-vietnamiennes qu'au début des années 60. Une fois qu'ils ont réalisé l'importance de ces réseaux souterrains, un effort concerté a été fait pour les localiser et les détruire. Cela a conduit à la formation d'unités spécialisées connues sous le nom de rats des tunnels, des soldats petits et agiles qui se sont portés volontaires pour ramper dans les passages étroits et sombres à la recherche de combattants ennemis et pour désamorcer des pièges. Un rat de tunnel célèbre, le sergent Samuel Orozco, a raconté son expérience dans les tunnels de Cu Chi, déclarant « Vous ne saviez jamais ce qui vous attendait au prochain virage. Un fil déclencheur, un serpent ou peut-être même un soldat du Viet Cong. Le travail des rats de tunnel était éprouvant et dangereux, mais leur courage et leur détermination ont contribué à contrer l'avantage souterrain du Viet Cong. Malgré les efforts des rats de tunnel et d'autres forces militaires, les tunnels de Cu Chi sont restés un défi de taille pour les troupes américaines et sud-vietnamiennes. La connaissance des tunnels par le Viet Cong et leur capacité à les naviguer avec aisance leur ont permis de lancer des embuscades et de disparaître sans laisser de traces. Cela a laissé les forces ennemies frustrées et démoralisées, alors qu'elles avaient du mal à s'adapter à ce terrain et à ce style de guerre inconnu. Parmi les incidents notables qui ont eu lieu dans et autour des tunnels de Cu Chi, citons la bataille de Cu Chi en 1966 et l'opération Cedar Falls en 1967. Pendant la bataille de Cu Chi, les forces américaines ont lancé une attaque à grande échelle sur le complexe de tunnels, mais le Viet Cong a réussi à s'échapper et à se regrouper plus tard. L'opération Cedar Falls, en revanche, était une mission massive de recherche et de destruction visant à déloger le Viet Cong du Triangle de Fer, une région qui comprenait les tunnels de Cu Chi. Bien que l'opération ait détruit une partie importante du réseau de tunnels, le Viet Cong a réussi à reconstruire et à poursuivre sa campagne de guérilla. Le côté obscur du bambou. Le piège à punji lors de la guerre du Vietnam. L'utilisation de bâtons de punji par le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam est un exemple parfait de la manière dont des matériaux simples et locaux pouvaient être transformés en armes mortelles. Ce piège, constitué de piquets de bambou aiguisés cachés dans le sol, était conçu pour causer des blessures graves et propager la peur parmi les troupes ennemies, démontrant l'ingéniosité et la ruse des combattants du Viet Cong. Les pièges à punji étaient généralement déployés dans des zones où les forces américaines et sud-vietnamiennes étaient susceptibles de voyager ou de chercher à se couvrir, comme le long des sentiers de la jungle ou près des rives des rivières. Ils pouvaient également être trouvés autour des entrées des tunnels de Cu Chi pour dissuader et blesser ceux qui tentaient d'infiltrer le réseau souterrain. Afin de maximiser les dégâts causés par les bâtons de punji, le Viet Cong enduisait souvent les pointes de substances nocives, comme du venin de plantes toxiques ou des excréments humains et animaux. Cela ajoutait un danger supplémentaire, car même des blessures de perforation mineures pouvaient entraîner de graves infections et complications. L'utilisation de bâtons de punji remonte à la première guerre d'Indochine, lorsque les guérilleros vietnamiens ont utilisé des tactiques similaires contre les forces coloniales françaises. Cependant, c'est pendant la guerre du Vietnam que ces pièges sont devenus tristement célèbres,
car le Viet Cong a affiné leur conception et leur déploiement pour maximiser leur impact sur l'ennemi. Un récit célèbre d'une rencontre avec un bâton de punji vient du soldat de première classe Frank Harbert de l'US Marine, qui a eu le malheur de marcher sur un piège à Punji lors d'une patrouille en 1968. Il se souvient « J'ai ressenti une vive douleur dans mon pied et avant que je le sache, j'étais au sol, hurlant de douleur. » La blessure de Harbert, bien que non mortelle, l'a écarté du combat et a nécessité des semaines de rétablissement. L'impact psychologique des pièges à Punji sur les forces ennemies ne peut être sous-estimé. La menace constante de tomber sur CS danger caché rendait les soldats anxieux et moins concentrés sur leur environnement. En conséquence, leur morale en a souffert et ils étaient plus susceptibles de faire des erreurs. Les forces américaines et sud-vietnamiennes ont pris plusieurs mesures pour contrer la menace des bâtons de Punji. Ils ont développé des chaussures spécialisées avec des semelles renforcées pour se protéger contre les blessures de perforation. Et ils envoyaient souvent des éclaireurs devant la force principale pour sonder le sol à la recherche de pièges cachés. De plus, ils ont appris à identifier et à éviter les zones où les bâtons de Punji étaient susceptibles d'être déployés, comme les sous-bois denses et les clairières apparemment inoffensives. Cependant, le Viet Cong a continué à adapter ses tactiques en réponse à ces contre-mesures. Ils ont commencé à construire des pièges à Punji plus sophistiqués, certains modèles comportant des mécanismes articulés ou à ressort qui pouvaient se refermer sur le membre d'un soldat, causant ainsi des blessures encore plus dévastatrices. Le danger inaperçu, les pièges et les mines terrestres pendant la guerre du Vietnam. L'utilisation de pièges et de mines terrestres par le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam a démontré leur maîtrise de la guerre psychologique, car ils se sont nourris des peurs et des vulnérabilités des forces américaines et sud-vietnamiennes. 6 dispositifs mortels, allant de grenades modifiées à des mines sophistiquées, comme la tristement célèbre Bouncing Betty, servaient non seulement à causer des dommages physiques, mais aussi à démoraliser les troupes ennemies et à perturber leurs opérations. La Bouncing Betty, officiellement connue sous le nom de S-Mine, était une arme particulièrement redoutable qui a vu le jour en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'elle était déclenchée, cette mine se propulsait dans les airs avant de détonner, causant des blessures dévastatrices à ceux qui se trouvaient à proximité. Le Viet Cong a obtenu ces mines de diverses sources, y compris des stocks ennemis capturés et des envois clandestins de nations sympathisantes. En plus de la Bouncing Betty, le Viet Cong a employé une large gamme d'autres pièges et mines terrestres, souvent improvisés à partir de matériaux disponibles. Ceux-ci comprenaient les toe poppers, petites mines conçues pour mutiler plutôt que tuer, et les mines à fil piège, qui exploseraient lorsqu'un soldat perturbait involontairement un fil caché. Certains pièges étaient eux-mêmes conçus pour ressembler à des objets de tous les jours, comme des roches ou de la végétation, les rendant pratiquement indiscernables de l'environnement environnant. Un exemple notoire d'un piège utilisé par le Viet Cong était la grenade dans une boîte. Ce dispositif simple mais mortel consistait en une grenade à main placée à l'intérieur d'une boîte de conserve vide, la goupille étant maintenue en place par un élastique. Lorsqu'un soldat marchait sur la boîte ou la perturbait de quelque manière que ce soit, l'élastique se libérait, tirant la goupille et provoquant l'explosion de la grenade. Ce piège était particulièrement insidieux, car il pouvait être facilement dissimulé et était difficile à détecter. L'utilisation généralisée de pièges et de mines terrestres a lourdement pesé sur les forces américaines et sud-vietnamiennes, tant en termes de victimes que de morale. Les histoires de soldats perdant des membres ou leur vie à cause de CS dangers cachés ont semé la peur et le malaise dans les rangs. Un soldat, le soldat Leonard Thompson, a raconté son expérience avec un piège, disant « Vous ne saviez jamais quand cela allait arriver. Chaque pas pouvait être votre dernier, et cela pesait lourdement sur votre esprit. » En réponse à la menace posée par les pièges et les mines terrestres, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont développé diverses contre-mesures. Ils ont employé des démineurs et des équipements spécialisés pour détecter et désarmer ces dispositifs, et ils ont également formé des soldats pour reconnaître et éviter les lieux communs de pièges. De plus, ils ont mené d'importantes missions de reconnaissance aérienne pour identifier les champs de mines ennemis et planifier leurs mouvements en conséquence.
L'art de l'embuscade, les pièges à filet et à chute du Viet Cong. L'utilisation de pièges à filet et à chute par le Viet Cong a démontré leur ingéniosité et leur ruse, car ces dispositifs simples mais efficaces leur permettaient d'incapaciter et de démoraliser les forces américaines et sud-vietnamiennes. Ces pièges servaient à la fois d'armes physiques et psychologiques, car la peur de se retrouver pris au piège ou de tomber dans une fosse cachée pesait lourdement sur l'esprit des soldats. Les pièges à filet, également connus sous le nom de attrape-hommes, étaient aussi conçus pour piéger les troupes ennemies et les hisser dans les airs, les rendant impuissants et vulnérables. Ces pièges étaient constitués d'un grand filet, souvent camouflé avec de la végétation, qui était étalé sur le sol et fixé avec une série de piquets. Lorsqu'un soldat non méfiant marchait sur le filet, une corde cachée était déclenchée, tirant le filet serré et soulevant le soldat du sol. Ces pièges étaient souvent utilisés en conjonction avec d'autres dispositifs, tels que des fils-pièges ou des bâtons punji, pour augmenter leur efficacité. Un exemple notable de l'utilisation d'un piège à filet a eu lieu en 1966, lors de l'opération Attleboro, dans la province de Tay Ninh. Un soldat américain nommé sergent Michael O'Brien patrouillait avec son escouade lorsqu'il s'est soudainement retrouvé soulevé dans les airs par un piège à filet. Il se souvient plus tard, « Cela s'est passé si vite que je ne savais même pas ce qui m'avait frappé. Un instant, je marchais, et l'instant d'après, j'étais suspendu à un arbre. Heureusement pour O'Brien, ses camarades ont réussi à le décrocher et à poursuivre leur mission, mais l'incident a servi de rappel frappant du danger omniprésent posé par les pièges du Viet Cong. Les pièges à chute, en revanche, étaient conçus pour faire tomber les troupes ennemies dans des fosses cachées remplies de piquets aiguisés ou d'autres dangers. Ces pièges étaient souvent déguisés en dépressions naturelles ou recouverts d'une fine couche de végétation, ce qui les rendait difficiles à détecter. Lorsqu'un soldat marchait sur la fosse cachée, la couverture céderait, faisant chuter le soldat dans le piège en dessous. L'un des pièges à chute les plus célèbres était le piège à tigre, une fosse profonde bordée de piquets de bambou aiguisés. Les piquets étaient souvent enduits de poison ou d'excréments pour augmenter la probabilité d'infection et ralentir le processus de guérison. Ces pièges étaient particulièrement redoutés par les forces américaines et sud-vietnamiennes, car la perspective de tomber dans une fosse de piquets impalants était terrifiante. Un récit effrayant d'un soldat sud-vietnamien, le lieutenant Tran Van Thuan, illustre la nature macabre de ces pièges. Il a raconté « J'ai vu un ami à moi tomber dans un piège à tigre lors d'une patrouille. Les piquets lui ont transpercé les jambes et il était impossible de le sortir sans causer plus de dégâts. Nous avons dû appeler un hélicoptère d'évacuation médicale et il a fallu des heures pour l'extraire en toute sécurité. » Guerre venimeuse. L'utilisation d'animaux venimeux et de sabotage par le Viet Cong. L'utilisation d'animaux venimeux et l'empoisonnement des aliments et des réserves d'eau par le Viet Cong incarnent leur maîtrise de la guerre psychologique. Dans leurs efforts pour saper le moral de l'ennemi et créer un environnement de peur, ils se sont tournés vers les créatures les plus dangereuses de la nature et des méthodes subtiles de sabotage. Les serpents et les scorpions étaient fréquemment utilisés par le Viet Cong dans le cadre de leur arsenal mortel. Ces créatures étaient placées dans des compartiments cachés, des pièges ou même dans les zones de couchage des soldats, où leurs morsures venimeuses pouvaient incapaciter ou tuer. Une tactique tristement célèbre consistait à placer des serpents venimeux dans les sacs des soldats américains et sud-vietnamiens pendant leur sommeil, ce qui conduisait à un réveil brutal et potentiellement mortel. La peur de rencontrer ces créatures dans les jungles denses du Vietnam ajoutait une couche supplémentaire d'anxiété à un environnement déjà difficile. Un incident notable, impliquant l'utilisation de serpents comme arme, s'est produit en 1967, lorsqu'un marine américain nommé caporal John Harker a été mordu par un crête mortel lors d'une patrouille dans la province de Quang Tri. Harker a plus tard décrit l'incident en disant « J'ai ressenti une piqûre aiguë sur mon bras et j'ai vu le serpent s'éloigner. En quelques minutes, tout mon bras est devenu engourdi et je pouvais à peine bouger. » Heureusement, les camarades de Harker ont rapidement appliqué un garrot et appelé une évacuation médicale, lui sauvant la vie. Cette rencontre, cependant, a laissé Harker avec une peur des serpents à vie,
et a servi de rappel frappant de l'ingéniosité du Viet Cong. En plus d'utiliser des créatures venimeuses, le Viet Cong était connu pour empoisonner les aliments et les réserves d'eau, provoquant des maladies et même la mort parmi les troupes ennemies. Ces actes de sabotage visaient les nécessités de base de la vie, créant une atmosphère de vigilance constante et de méfiance. Il n'était pas rare que les forces américaines et sud-vietnamiennes trouvent des caches de nourriture ou d'eau empoisonnée, laissées par des unités du Viet Cong en retraite. Un tel incident s'est produit en 1968 lorsqu'une unité sud-vietnamienne a découvert une cache de riz empoisonnée dans le delta du Mékong. Le riz avait été traité avec une substance toxique qui provoquait une détresse gastro-intestinale sévère lorsqu'il était ingéré. Plusieurs soldats sont tombés malades après avoir consommé le riz contaminé, mais heureusement, aucune vie n'a été perdue. Cet incident, cependant, a incité à des précautions plus strictes concernant la consommation de nourriture et d'eau parmi les forces alliées. L'utilisation d'animaux venimeux et de tactiques de sabotage par le Viet Cong s'étendait également à leur propre rang. Dans une tentative désespérée de maintenir la discipline et la loyauté, les dirigeants du Viet Cong utilisaient parfois la menace de l'empoisonnement comme un moyen de dissuasion contre la désertion ou la collaboration avec l'ennemi. Une déserteur du Viet Cong, Nguyen Thi Lan, se souvient de l'avertissement glacial qu'elle a reçu de son commandant. « Si tu nous trahis ou essaies de t'échapper, nous te retrouverons, toi et ta famille, et nous nous assurerons que chaque repas que tu manges sera le dernier. » La menace silencieuse, les pièges à fil du Viet Cong. Parmi la myriade de tactiques employées par le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam, leur utilisation de pièges à fil se distingue comme l'une des méthodes les plus insidieuses et efficaces pour causer des blessures et la mort à leurs ennemis. En utilisant des matériaux simples et en exploitant le terrain dense de la jungle, le Viet Cong a transformé le champ de bataille en une véritable maison d'horreur, avec des pièges, comme le piège à claquer et le piège à glisser. Les pièges à claquer, également connus sous le nom de pièges à fouet, étaient conçus pour infliger des blessures soudaines et graves. Ces pièges étaient généralement construits en attachant une longueur de fil à un arbre ou à une tige de bambou sous tension. Une extrémité du fil serait ancrée au sol, tandis que l'autre extrémité serait équipée d'un objet tranchant comme un crochet métallique ou des barbelés. Lorsqu'un soldat insouciant déclenchait le fil, l'arbre ou la tige de bambou se redressait avec une force considérable, poussant l'objet tranchant dans la victime avec suffisamment de puissance pour causer une blessure grave ou même la mort. Un récit troublant d'un soldat de l'armée américaine nommé soldat James O'Neill détaille sa rencontre avec un piège à claquer en 1966. O'Neill était en patrouille dans les jungles de la province de Binh Dinh lorsqu'il a trébuché sur un fil déclencheur. Il se souvient « Je n'ai même pas vu le fil avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, j'ai ressenti une douleur intense dans ma jambe et j'ai regardé pour voir un crochet métallique enfoncé profondément dans mon mollet. Je ne pouvais pas marcher et mes copains ont dû me porter pour sortir de là. » L'histoire d'O'Neill n'est qu'une, parmi tant d'autres, illustrant les dangers et la peur que ces pièges à fil inspiraient aux troupes ennemies. Les pièges à glisser, en revanche, étaient conçus pour tirer parti du terrain et faire perdre l'équilibre aux victimes pour qu'elles tombent dans un trou préparé ou sur des pieux aiguisés. Ce piège était constitué d'une surface lisse et inclinée vers le bas, camouflée avec des feuilles et des branches, souvent placées le long d'un sentier fréquemment utilisé. Un fil déclencheur serait stratégiquement positionné en haut de la pente, et lorsque déclenché, la victime perdrait son équilibre et glisserait dans le piège, subissant des blessures graves ou même la mort. Une anecdote particulièrement glaçante vient d'un soldat sud-vietnamien, le lieutenant Trong Quoc Hung, qui a rencontré un piège à glisser en 1970. Il a raconté « Nous avancions dans la jungle lorsque l'un de mes hommes a déclenché un fil et soudain, le sol sous lui a cédé. Il a glissé dans un trou rempli de pieux de bambou aiguisés et il n'y avait rien que nous puissions faire pour le sauver. » Le souvenir de ce jour a hanté Tran pour le reste de sa vie, servant de rappel sinistre de la nature astucieuse et mortelle des pièges à fil du Viet Cong. Défier les dangers cachés, désactiver les pièges du Viet Cong. Alors que les forces américaines et sud-vietnamiennes
étaient aux prises avec la menace omniprésente des pièges mortels du Viet Cong, elles ont rapidement réalisé la nécessité de développer des contre-mesures pour protéger leurs troupes et atténuer l'impact physique et psychologique de ces dangers cachés. Grâce à l'innovation et à l'adaptation, ils ont élaboré diverses méthodes et outils pour désactiver et prévenir les pièges du Viet Cong, changeant le cours du conflit et sauvant d'innombrables vies. L'une des figures clés du développement de contre-mesures contre les pièges du Viet Cong était le capitaine Ernest Ernie Brace, un ingénieur de l'armée américaine qui est arrivé au Vietnam en 1963. Après avoir été témoin des effets dévastateurs des pièges du Viet Cong sur les troupes américaines, Brace s'est déterminé à trouver des moyens de contrer ces dispositifs insidieux. Il a commencé à étudier les pièges capturés et à travailler en étroite collaboration avec des alliés locaux pour développer une compréhension complète des tactiques du Viet Cong. Avec les connaissances acquises grâce à ces recherches, Brace et son équipe ont formulé une série de directives et de techniques pour détecter et désarmer les pièges du Viet Cong. Ils ont formé des soldats pour reconnaître les signes de végétation altérée et de sol perturbé pour repérer les fils déclencheurs et pour aborder les zones suspectes avec prudence. Ces directives ont également souligné l'importance de la communication entre les soldats pour partager des informations sur les éventuels pièges et s'assurer que tout le monde était vigilant et informé. En plus de la formation des soldats à la détection des pièges, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont également développé des outils spécialisés pour désarmer et neutraliser les pièges du Viet Cong. Une telle innovation était la sonde à piège, une longue tige métallique avec une pointe courbée que les soldats utilisaient pour sonder le sol devant eux à la recherche de pièges cachés. En poussant doucement la sonde dans le sol, ils pouvaient détecter la présence d'un piège sans le déclencher, leur permettant de désarmer ou de contourner le dispositif en toute sécurité. Les unités canines ont également joué un rôle essentiel dans la détection et la désactivation des pièges. Ces chiens hautement entraînés, souvent des bergers allemands ou des retrievers du Labrador, étaient capables de détecter l'odeur de la présence humaine et de la terre perturbée, alertant leurs manipulateurs sur les pièges potentiels. Ces héros canins ont non seulement sauvé d'innombrables vies humaines, mais ont également fourni une compagnie inestimable et un soutien émotionnel à leurs manipulateurs et à leurs camarades soldats. Les efforts pour contrer les pièges du Viet Cong se sont également étendus au-delà du champ de bataille. De retour aux États-Unis, des ingénieurs et des chercheurs ont travaillé sans relâche pour développer de nouvelles technologies et des équipements de protection pour protéger les troupes des effets dévastateurs des pièges. Des innovations telles que l'armure de corps légère, les bottes résistantes à la perforation et les casques spécialisés étaient tous des produits de cette poursuite incessante d'une meilleure protection pour ceux en première ligne. Subterfuge ingénieux, une tapisserie historique de la tromperie dans la guerre. Tout au long de l'histoire, la tromperie a joué un rôle significatif dans la stratégie militaire, façonnant les résultats de nombreux conflits. Si l'utilisation de pièges et de guérillas par le Viet Cong lors de la guerre du Vietnam est un exemple parfait de ces tactiques, il est essentiel de reconnaître qu'ils étaient loin d'être la seule force à employer le subterfuge en quête de victoire. De la guerre de Corée à des conflits encore plus anciens, l'art de la tromperie a continué d'évoluer, reflétant la nature toujours changeante de la guerre elle-même. La guerre de Corée, qui a eu lieu de 1950 à 1953, a vu la Corée du Nord et du Sud, ainsi que leurs alliés respectifs, employer diverses formes de tromperie pour déjouer leurs ennemis. Par exemple, les forces nord-coréennes ont utilisé des techniques de camouflage et de dissimulation, cachant leur artillerie et autres actifs militaires dans des bunkers souterrains bien dissimulés ou des caractéristiques naturelles du terrain. De plus, ils ont employé des tactiques de frappe et fuite similaires à celles du Viet Cong, utilisant leur connaissance du paysage coréen accidenté pour frapper rapidement avant de se fondre dans l'ombre. De l'autre côté du conflit, les forces sud-coréennes et de l'ONU ont utilisé la tromperie sous forme de campagnes de désinformation, visant à perturber les communications ennemies et à semer la confusion dans les rangs nord-coréens. Un exemple notable a eu lieu en octobre 1950, lorsqu'un plan de tromperie de l'ONU baptisé Opération Pôle Charge a réussi à convaincre les forces nord-coréennes qu'une grande offensive amphibie était imminente, détournant leur attention et leurs ressources des véritables lignes de front.
En remontant encore plus loin dans le temps, la Seconde Guerre mondiale a vu l'utilisation généralisée de la tromperie, les Alliés et les puissances de l'Axe utilisant un large éventail de tactiques pour obtenir un avantage sur le champ de bataille. La célèbre armée fantôme de l'armée américaine, par exemple, était une unité chargée de créer des illusions de grands mouvements et déploiement de troupes à l'aide de tanks gonflables, de fausses transmissions radio et d'autres formes de subterfuges. Cette tromperie était si réussie que les services de renseignement allemands ont largement surestimé la force des forces américaines tout au long du conflit. De même, les Britanniques ont fait un usage intensif des doubles agents et des campagnes de désinformation pour garder les puissances de l'Axe dans le doute. La ruse élaborée connue sous le nom d'opération Mincemeat a vu les services de renseignement britanniques planter des documents falsifiés sur un cadavre habillé en officier britannique, qui a ensuite été laissé tomber entre les mains allemandes. Ces faux documents ont réussi à induire les Allemands en erreur en leur faisant croire que les Alliés prévoyaient une invasion de la Grèce plutôt que leur véritable cible, la Sicile. Même dans l'histoire ancienne, la tromperie jouait un rôle crucial dans la guerre. Le célèbre exemple du cheval de Troie, raconté dans l'Iliade d'Homère, montre comment les Grecs ont utilisé la ruse et le subterfuge pour infiltrer et conquérir la ville de Troie. De même, le traité influent du stratège militaire chinois Sun Tzu, L'art de la guerre, souligne l'importance de la tromperie pour obtenir la victoire avec la citation célèbre « Toute la guerre est basée sur la tromperie ». Écho de guerre, l'impact durable des pièges du Viet Cong sur les soldats et la terre. L'utilisation extensive de pièges par le Viet Cong lors de la guerre du Vietnam a eu des conséquences profondes à la fois sur les soldats qui les ont affrontés et sur le paysage de la région, laissant un héritage qui perdure longtemps après la fin du conflit. Ces pièges, souvent rudimentaires mais terrifiantement efficaces, n'ont pas seulement infligé de graves dommages physiques aux forces américaines et sud-vietnamiennes, mais ont également joué un rôle significatif dans l'érosion de leur morale et la formation de leur approche tactique. Lorsque les forces américaines et sud-vietnamiennes s'aventuraient dans les jungles denses et les terrains dangereux du Vietnam, elles ont rapidement appris que les pièges cachés posés par le Viet Cong constituaient une menace constante. L'incertitude de savoir si le prochain pas pourrait entraîner une blessure horrible ou même la mort a eu un lourd tribut psychologique sur les soldats. Cette peur omniprésente a conduit à une augmentation du stress et de l'anxiété, érodant l'esprit de combat des troupes et contribuant à la désillusion générale vis-à-vis de l'effort de guerre. De plus, les pièges ont contraint les forces américaines et sud-vietnamiennes à adapter leurs tactiques en réponse à la nature non conventionnelle du conflit. Les formations et stratégies militaires traditionnelles se sont avérées moins efficaces face à des menaces aussi insaisissables et mortelles. Par conséquent, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont dû compter davantage sur des tactiques de petites unités, des patrouilles et des missions de reconnaissance, entrant souvent en territoire hostile avec un soutien limité. Ce changement d'approche a davantage exposé les soldats aux dangers des pièges du Viet Cong, créant un cycle vicieux de peur et d'adaptation. Cependant, l'impact de ces pièges n'était pas limité aux soldats qui les ont affrontés pendant la guerre. Le paysage du Vietnam, du Cambodge et du Laos porte encore les cicatrices de ces dispositifs brutaux, avec d'innombrables engins explosifs non éclatés et pièges restés cachés dans les forêts et les champs de la région. Ces vestiges de la guerre continuent de représenter une menace significative pour les populations locales, qui doivent naviguer quotidiennement à travers cet héritage mortel. Un exemple particulièrement poignant de l'impact durable de ces pièges est l'histoire d'Akira, un ancien enfant soldat du Khmer Rouge. Après la guerre, Ra a consacré sa vie à l'élimination des mines terrestres et des engins explosifs non éclatés de la campagne cambodgienne, finissant par créer le musée et centre de secours des mines terrestres du Cambodge. Ces efforts inlassables ont non seulement sauvé d'innombrables vies, mais ont également sensibilisé à l'effet durable de ces dispositifs sur la région et sa population. L'impact psychologique des pièges continue également de résonner parmi les vétérans qui ont servi dans le conflit. Pour beaucoup, les souvenirs hantants de leur rencontre avec ces dispositifs ont laissé des cicatrices émotionnelles profondes,
contribuant aux taux élevés de troubles de stress post-traumatique, TSPT, parmi les vétérans de la guerre du Vietnam. Des organisations telles que les vétérans du Vietnam d'Amérique ont travaillé à fournir du soutien et des ressources à ces vétérans, les aidant à faire face aux effets persistants de leurs expériences dans la guerre. Dans leurs propres mots, voient des dangers cachés de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam était un conflit rempli de dangers et d'incertitudes, et l'utilisation extensive de pièges par le Viet Cong n'a fait que renforcer le sentiment de crainte ressenti par ceux qui y ont combattu. En partageant les histoires personnelles et les témoignages de vétérans qui ont rencontré ces menaces cachées de première main, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de l'impact profond que ces tactiques ont eu sur la vie de ceux qui ont servi. Une telle histoire vient de John Thompson, un vétéran de l'armée des États-Unis qui a servi au Vietnam de 1968 à 1969. Il se souvient du jour où son peloton a été envoyé pour enquêter sur une possible cache d'approvisionnement du Viet Cong. Alors qu'ils avançaient à travers la jungle, l'un de ses camarades de soldats a déclenché par mégarde un fil-piège, mettant en marche un explosif caché. En un instant, le soldat a été gravement blessé, et Thompson s'est retrouvé avec le souvenir terrifiant de ce jour. Il a déclaré plus tard « Vous ne saviez jamais où ils étaient, et on avait l'impression qu'ils étaient partout. C'était la partie la plus effrayante de la guerre pour moi. » Un autre vétéran, James Walker, raconte l'expérience glaciale d'avoir été pris dans un piège à fil du Viet Cong. En tant que membre d'une patrouille de reconnaissance, il avait pour mission de se déplacer furtivement à travers les broussailles pour recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis. Un jour fatidique, il a senti une traction soudaine sur sa jambe, suivie d'une douleur brûlante. Un pieu en bambou aiguisé avait percé son mollet à la suite d'un piège à fil. L'expérience lui a laissé non seulement des cicatrices physiques, mais aussi une profonde peur des menaces invisibles qui se cachaient dans les ombres. Patricia Johnson, une infirmière qui a servi dans un hôpital de campagne pendant la guerre, a été témoin à de nombreuses reprises des conséquences dévastatrices des pièges du Viet Cong. Elle a raconté l'histoire d'un jeune soldat sud-vietnamien qui avait été pris dans un piège impliquant des serpents venimeux. Le soldat avait été mordu plusieurs fois, et le venin avait eu un effet catastrophique sur son corps. Malgré les meilleurs efforts de l'équipe médicale, il a finalement succombé aux toxines. Johnson a réfléchi sur le sentiment d'impuissance qu'elle et ses collègues ressentaient face à de tels dangers insidieux. Une anecdote émouvante vient de Charles Nguyen, un ancien soldat sud-vietnamien qui a ensuite immigré aux États-Unis. Il se souvient avoir été capturé par le Viet Cong et forcé de regarder alors que ses camarades soldats étaient soumis à une épreuve horrifiante. Les ravisseurs avaient placé des scorpions à l'intérieur de petites cages en bambou et les avaient attachés autour du cou des soldats. Les prisonniers étaient ensuite laissés pour subir le tourment des piqûres de scorpions, un rappel cruel des tactiques impitoyables du Viet Cong. Après sa libération éventuelle, Nguyen a porté le souvenir de cette nuit avec lui, un rappel glaçant de la face sombre de la guerre. Alors que nous concluons notre voyage à travers les périls cachés de la guerre du Vietnam, nous sommes rappelés de l'impact profond que ces pièges et tactiques rusées ont eu sur la vie de ceux qui ont servi. L'ingéniosité du Viet Cong, couplée à la résilience et au courage des soldats et du personnel de soutien qui ont affronté ces dangers, a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Dans les mots du général William Westmoreland de l'armée des États-Unis, qui a commandé les forces américaines pendant la guerre du Vietnam, la guerre est la peur enveloppée de courage. En effet, les histoires que nous avons partagées aujourd'hui sont un témoignage du courage de ceux qui ont affronté leur peur face à l'inconnu, naviguant dans un monde rempli de menaces invisibles. Alors que nous réfléchissons aux leçons et aux héritages de la guerre du Vietnam, n'oublions jamais le sacrifice et la valeur des hommes et des femmes qui ont affronté ces dangers cachés et persévéré à travers l'adversité.